T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun, faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace.
Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète. Mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits, et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil.
Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale,
afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit ? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète ? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace.
Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse, et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours.
On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre.
Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière. Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa ? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées Super Puff, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pâtes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard.
l'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs, et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, soit pas plus gros qu'un atome. Leur masse pourrait varier, mais ces corps miniatures pourraient avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie affirme qu'une immense quantité de micro-trous noirs aurait pu être créée juste après le Big Bang et le commencement de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à avancer que notre planète pourrait être traversée par 1 ou 2 mini-trous noirs tous les jours. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à prendre une photo de plusieurs formes sombres près du centre de cette nébuleuse. Il s'agit des piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Avoue quand même que ça a du style. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long.
Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-1897333b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques, et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP 12b.
Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP 12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète échangeait de la matière avec son étoile. Elles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles se passent une partie de leurs éléments chimiques. C'est un phénomène courant dans les systèmes d'étoiles binaires très rapprochés, mais c'est la première fois que les scientifiques constatent un tel fait dans une relation étoile-planète. Un système vraiment unique. Franchement, si on me garantissait une sécurité totale, je serais enchanté d'aller faire un tour sur quelques-unes de ces planètes. Et toi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océan. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte.
Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5. Une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale, une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début.
Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ?